Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Bon, la grève est limitée. Ça s'annonce de plus en plus. Avec nous, Mélanie Hubert, qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, ce qu'on appelle la FAE. Madame Hubert, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Je vous remercie de me recevoir. Bien, merci d'être avec nous. Chez vous, là, vous dites, vous aviez annoncé le 23 novembre, puis là, vous êtes en train de dire réveillez, là, parce qu'on s'en vient avec la grève. Bien, effectivement, le 2 novembre dernier, notre instance a pris la décision que ce serait le 23, puis rapidement, on a communiqué l'information autant dans l'espace public qu'au gouvernement. Puis on s'attendait honnêtement à avoir des suivis assez rapides. Et ce qu'on a plutôt entendu, c'est M. Legault sortir en fin de semaine en disant, plutôt que de menacer les parents d'une grève, qu'ils viennent à table et qu'ils négocient. Alors, nous, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est de dire le quart du délai d'ici le 23 novembre est passé et pour le moment, nous ne sommes pas à table, non pas parce que nous ne sommes pas prêts, mais parce que nous attendons l'accélération du gouvernement. Nous, notre prochaine rencontre est prévue demain et pour le moment, on est sans nouvelles et ça nous inquiète un peu parce que l'objectif d'annoncer cette grève-là, c'est d'abord de régler, mais pour régler, il faut être aux tables et M. Legault laissait entendre qu'on n'était pas prêt à négocier. Or, en ce moment, c'est nous qui attendons un appel du gouvernement. Oui, je disais, vous représentez 65 000 enseignants-enseignantes, Mme Hubert. Ma question, pourquoi vous ne faites pas partie du Front commun? C'est une question de stratégie. Chaque ronde de négociation amène des réflexions sur comment on va s'y prendre. La fédération a son nom, autonome, une fédération par et pour les profs. Pour le moment, la stratégie qui est retenue, c'est une stratégie où on dit, on représente un corps d'emploi unique. On peut donc porter les revendications d'un groupe sans devoir concilier les intérêts d'un et de l'autre. Ça peut faciliter certaines négociations, mais c'est sûr que le Front commun a une autre stratégie, le poids du nombre, qu'on respecte tout à fait. C'est simplement une autre stratégie. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas solidaire des autres travailleurs de l'État, là. Vous voulez faire votre petite affaire puis avoir vos gains à vous, au lieu de faire partie de ce Front commun puis améliorer le sort de tout le monde. On est tout à fait en soutien aux gens, aux collègues du Front commun. Pour nous, l'idée, c'est qu'il faut partout dans les services publics améliorer l'état de situation. Les profs sont un groupe parmi les autres. C'est certain que les revendications du Front commun, on les appuie, puis on est d'accord qu'il faut que les autres employés de l'État trouvent leur compte. Puis pour nous, en ce moment, le constat qu'on fait, c'est que partout dans la fonction publique, ça tourne pas rond. Puis c'est au gouvernement, à un moment donné, là, de reconnaître l'apport précieux de ces travailleurs-là partout dans le réseau. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Mme Hubert. Là. Je veux pas faire exprès, là. Mais j'écoutais la mise à jour économique d'Éric Girard, puis il parlait dans le cadre financier, là, une hausse de salaire de 10,3 % en 5 ans. Là, il l'a écrit. Là, ils n'ont pas l'air à être bien, bien forts. Vous demandez quoi, au juste? La demande qu'on avait, c'était 4 % par année ou l'inflation si le 4 % n'était pas suffisant. Donc, protéger le pouvoir d'achat des profs qu'on représente. Donc, c'est sûr que l'écart est loin entre les deux. Puis on demandait aussi de corriger notre échelle salariale pour réussir à rattraper la moyenne canadienne. Puis le nombre d'échelons aussi, ça nous prend 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle. OK, là, attendez. Je veux que les gens nous suivent, là, Mme Hubert, parce que ce que vous dites, c'est important. Là. Les échelons, là, moi, j'arrête pas de dire que jamais on imposerait 17 échelons à des hommes pour un métier, pour avoir une paye décente. Jamais. Vous êtes majoritairement des femmes et l'échelle unique d'échelons, je l'ai ici, là, et aussi le comparatif entre les profs au Québec et les profs dans le reste du Canada. Là-dessus, je pense, vous avez raison. Je pense que vous êtes sous-payés et le nombre d'échelons, c'est presque une insulte aux femmes, principalement des femmes qui enseignent dans nos écoles. Effectivement, imaginons, là, si on a le baccalauréat de 4 ans, ce qui est de moins en moins le cas, ça va prendre 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle salariale, alors que dans d'autres professions, au bout de 5, 6, 7 ans, on est déjà rendu. Ouais. En moyenne, dans le Canada, 10 ans. Donc, ce qu'on demande, c'est de rattraper un peu la moyenne canadienne. C'est une question pour nous de valoriser notre profession puis de montrer que c'est sérieux, l'enseignement. Ça demande une formation de 4 ans, c'est pas rien. Ouais. Puis, cette idée-là qu'on peut se contenter d'un... Oui, c'est ça. Fait que se contenter d'un adulte dans la classe, pour nous, ça fait pas de sens. Puis, en ce moment, avec l'apport des gens qui n'ont pas la qualification légale et pas les études qui vont avec, en ce moment, on a des gens qui se retrouvent à être
payés à l'échelon 1 que vous voyez de l'échelle. De 46 527. Mais en même temps, il y a des... Mais en même temps, Mme Hubert, il me semble que c'est l'occasion, parce que là, vous avez parlé de construction des classes, là, puis je trouve que ça va pas dans les conventions collectives, je connais rien, mais il me semble que c'est l'occasion aussi d'accélérer l'accès à des gens qui ont des diplômes universitaires, qui veulent enseigner, puis je vous dirais, Mme Dutrisac, là, a abandonné parce qu'elle se faisait écœurer, mais elle avait un bac, puis elle est en train de faire toutes les mais vous pouvez pas demander un autre 4 ans à quelqu'un qui est déjà allé à l'université. Et ils pourraient venir vous aider. C'est des gens compétents qui ont des formations universitaires en communication, en histoire, en tout ce que vous voulez. Mais on n'essaie pas d'accélérer le processus. Puis vous êtes contre ça, je comprends bien. Bien, en fait, on est contre certaines formations très écourtées. Puis pour nous, c'est une question de valorisation de la profession aussi. Quand on s'adresse à des gens qui ont un baccalauréat dans une autre discipline, qu'on veut compléter par des maîtrises qualifiantes, par exemple, on n'est pas contre l'ensemble des solutions autres que le baccalauréat de 4 ans. Par contre, quand on dit à des gens, on veut un adulte, puis ces gens-là, on leur fera faire un diplôme écourté. Non. Madame Hubert, restez sur le sujet. Je parle pas d'avoir un adulte, ça, c'est une insulte à votre profession. Mais d'avoir un diplômé universitaire, on peut-tu leur donner une maîtrise ou un accès en 1 an, en 2 ans, comme c'était le cas avant, pas 4 ans. Vous pouvez pas écœurer le monde de 45 ans qui veulent aller enseigner, qui veulent aller vous prêter main forte, qui sont compétents, qui sont pas des cabochons, qui vont apprendre à enseigner, mais qui vont venir vous aider. Vous pouvez pas les accueillir mieux que ça? Bien, dans nos revendications, la FAE, on ne s'est pas prononcé contre l'ensemble des maîtrises qualifiantes. Là. Pour nous, que certaines maîtrises permettent à des enseignants de se qualifier, mais les gens, il faut qu'ils s'inscrivent. Le rendu là, les programmes existent. On n'a pas demandé l'abandon des maîtrises qualifiantes en ce moment. Ce contre quoi on en a en ce moment, c'est vraiment... Une maîtrise, c'est 4 ans. Là. Vous ne pouvez pas demander un autre 4 ans à des gens qui ont déjà un diplôme universitaire. C'est insensé. Ces gens-là doivent gagner leur vie. Ils veulent aller, prof, vous prêter main forte dans les écoles, puis toute la bureaucratie puis le syndicalisme les empêche de le faire. Faut trouver une solution. Je comprends pas votre 4 ans parce qu'une maîtrise, en principe, c'est 2 ans, c'est 60 crédits. Là, on parle de 2 ans universitaires. L'équivalent, évidemment, à temps partiel sera un peu plus long. Mais pour nous, il n'y a pas d'opposition à tout ça. Puis on est tout à fait consciente là, et conscient qu'il va falloir trouver une façon de qualifier des gens qui ont un bac. Mais il y a aussi une question de faire en sorte que les jeunes n'aient pas un message de se faire dire « N'allez pas suivre des études, n'allez pas au baccalauréat parce qu'on vous trouvera des voies de contournement faciles. » Pour nous, valoriser la profession, c'est aussi faire en sorte que les profs qui arrivent sur le marché du travail avec leur brevet ou leur permis d'enseigner, peu importe, ça soit crédible la formation qu'ils ont, puis qu'on les détourne pas du bac, particulièrement nos jeunes. Non, je comprends. Si tu vends des souliers, tu iras pas enseigner en 1 an. Mais si tu as un bac universitaire, tu as quand même passé à travers certaines études, tu peux, me semble, avoir un brevet en 1 an pour apprendre à enseigner, puis intégrer des classes, puis aller vous prêter main forte et vous s'occuper de nos enfants pour qu'il y ait des profs dans leur classe, pas n'importe qui. Il me semble que vous ne les appuyez pas dans cette démarche-là, vous. Bien, on a travaillé à des modèles de maîtrise qualifiante et de formation qui répondraient aux besoins des gens qui ont déjà un baccalauréat disciplinaire. On a eu des occasions de rencontrer le ministère et de faire les propositions qui émanaient des profs parce qu'on a rencontré des jeunes profs qui étaient dans cette situation-là, puis on a essayé de voir quelle serait la formation idéale pour eux, puis on a fait des représentations au ministère. C'est pas vrai qu'on est juste dans une idée du baccalauréat de 4 ans et qu'on est contre tout le reste. Par contre, les formations très, très rapides sur 1 an, particulièrement au primaire, le prof du primaire, c'est un généraliste, il doit enseigner les maths, les sciences, les arts, l'histoire, tout ça, on se dit, en 1 an, si on n'a pas le bagage, ça nous semble hasardeux de dire qu'on pourra être un spécialiste ou un généraliste de toutes ces matières-là. Donc, particulièrement pour le primaire, une formation écourtée sur 1 an, ça nous semble un peu court, mais ça ne veut pas dire qu'on est uniquement en faveur du baccalauréat de 4 ans. Il y a des moyens de trouver un mi-chemin, puis on a fait des représentations au ministère dans ce sens-là.
Là, je parlais à Éric Gingras hier là, de la CSQ, là, puis il me disait qu'au mois d'octobre, il y avait eu entre 3 ou 4 rencontres avec le gouvernement. Vous, au mois d'octobre, vous avez eu combien de rencontres? On a rencontré la ministre Lebel à 2 reprises là, depuis la rentrée scolaire. Là. J'ai peut-être pas les dates exactes, est-ce que c'était en octobre ou en septembre, mais on a rencontré Mme Lebel 2 fois. 2 fois. Là, on le sait, mais j'ai dit ça à Éric Gingras, je vous le dis à vous, là. Pouvez-vous agir en adulte, tout le monde? Pouvez-vous vous asseoir puis négocier au lieu d'annoncer des grèves puis annoncer... Les enfants ont raté l'école pendant la pandémie. Ça peut-tu faire, là? On peut-tu avoir des écoles ouvertes puis avoir du monde puis donnant, là? C'est une négociation. Pouvez-vous vous asseoir en adulte et négocier? Pour vrai, nous, on est assis en adulte et on négocie. On a demandé la médiation en mai et on était très, très sérieux et sincère dans l'idée d'avancer. On n'est pas arrivé en négociation en se disant c'est un passage obligé vers la grève. On espérait des résultats de ça. En septembre, quand on a déposé notre priorisation, on a laissé tomber la moitié, on disait, là, à ce moment-là, de nos demandes. On a essayé de regrouper les choses pour concentrer les discussions. Ouais. Et en ce moment, M. Dutrisac, sincèrement, c'est troublant. Puis on l'a adressé à Mme Lebel à 2 reprises. Quand on arrive aux tables et que le 11 octobre, la partie patronale, sous les ordres de Mme Lebel, nous dit, nous voilà avec 5 priorités, elle nous dépose 2 priorités qu'on n'avait jamais discutées aux tables jusqu'à présent. On était rendu le 11 octobre. Par exemple, c'était sur l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Une des priorités serait d'élargir la semaine de travail pour faire travailler les profs de soir et de fin de semaine. On n'avait jamais eu l'occasion de discuter de ça. La partie patronale ne nous avait présenté aucun scénario sur les problèmes qu'on vise à régler, comment ça pourrait fonctionner, est-ce qu'il y aurait des primes, peu importe. Il n'y avait rien eu comme discussion et tout d'un coup, le 11 octobre, 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, ça devient la priorité sur les 5, là, c'est ça qui reste sur la table. Puis quand on leur dit, on est un peu surpris que ça soit une priorité parce qu'on n'en a jamais parlé, la réponse a été, vous auriez pu nous poser des questions. C'est un peu ça le climat à la table en ce moment. C'est pas juste du côté syndical que ça bloque. Mais comme citoyen, là, moi, je trouve que c'est de l'enfantillage. C'est du niaisage. Comme citoyen, comme père de famille, là, qui voit que les écoles vont être fermées parce que vous autres, là, vous êtes censés négocier puis vous le faites pas. Je vous donne pas 100% du blâme. Mais si j'ai Mme Lebel en entrevue, elle va me dire que vous autres aussi, vous n'êtes pas là, elle attend une contre-offre. Tu sais, moi, je trouve ça ahurissant, le comportement autant du gouvernement que des syndicats là-dedans. Moi, je vous dis, notre comité de négo est disponible 7 jours sur 7. On a priorisé. Le comité de négo a les mandats, les coups des franges pour voir les pistes d'atterrissage possibles. Mais il faut aussi comprendre que nos profs, en ce moment, sont en grande souffrance dans les écoles. On voit les situations de violence qu'on vit, l'essoufflement, puis même des solutions, M. Dutrisac, qui coûtent rien et qui ne demandent pas de personnel. Par exemple, le droit de travailler en télétravail pendant une journée pédagogique. On a demandé à ce que les profs puissent faire des rencontres de la maison, puissent faire leurs corrections, la coordination avec les professionnels, par exemple, qu'on puisse le faire de la maison, s'éviter l'heure de pointe une fois de temps en temps. Même ça, en ce moment, ça nous est refusé. On a 5 heures de travail personnel dans notre semaine, dont 2 qu'on peut faire au lieu de notre choix. Ce qu'on demande à la partie patronale, c'est notre travail personnel, des corrections, de la planification, faire nos bulletins. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire ça au lieu de mon choix, particulièrement au primaire, quand le service de garde est dans ma classe, qu'on est dans le brouhaha, qu'il n'y a pas de local disponible? Ça nous est refusé, M. Dutrisac. OK, avant de continuer, Mme Hubert, je comprends tout à fait. Comment vous pourriez qualifier l'attitude de Sonia Lebel et son équipe de négociation? Honnêtement, Mme Lebel semble vraiment résolue à régler. Le son de cloche qu'on a, c'est qu'elle souhaite faire débloquer les choses. L'impression qui nous reste, c'est qu'entre les représentants qu'on a assis devant nous, ce sont des représentants notamment des centres de services scolaires, entre le message qui nous est porté aux tables et les intentions que Mme Lebel nous émet, il y a encore des décalages, si je peux dire. On a confiance que Mme Lebel, quand elle nous dit qu'elle veut régler, qu'elle veut trouver des solutions, on est confiant qu'elle est sincère quand elle dit ça. Et c'est comme ça qu'on veut donner une chance à la négociation. Puis notre comité est là en attente
de toute annonce qui pourrait nous permettre de faire avancer les choses parce que les profs ne prendront pas la rue de Gaîté de Cœur le 23 novembre. Là. Ils vont se priver de salaire à la veille des vacances de Noël. Si vous pensez qu'on fait ça par caprice, on fait ça parce qu'on ne voit plus d'autres solutions. Coudonc, est-ce qu'ils ont votre numéro de téléphone? Absolument. Okay, on attend l'appel. OK. Ben, écoutez, on va suivre ça, là. Grève générale illimitée dès le 23 novembre, ce qu'on annonce à la Fédération autonome de l'enseignement. J'espère que vous allez vous asseoir. Là, demain, vous les rencontrez? En principe, demain, c'était une rencontre régulière de négociation en après-midi. On a l'intention de se présenter au rendez-vous, à moins qu'on aurait des avis contraires, là, mais pour nous, la négociation continue. On n'a pas fermé la porte. On n'a pas quitté le bateau. Au contraire, pour nous, on est prêt à toute forme d'accélération là, dans les prochains jours. Il n'y a aucun problème, incluant la fin de semaine. Pourquoi c'est pas le matin? Pourquoi c'est pas à 8h30, 8h le matin, puis on s'assoit, puis on négocie comme du monde, puis on passe à travers les offres, les contre-offres? Pourquoi c'est en après-midi? Pourquoi c'est encore du niaisage? Parce que les groupes, ils doivent rencontrer plusieurs groupes. Vous comprendrez qu'on n'est pas le seul groupe de profs. Il y a une autre fédération de profs aussi. Ce sont les mêmes vis-à-vis aux tables. Donc, il faut se partager le temps. Donc, nous demain, dans l'horaire, c'était dans l'après-midi. Mais nous sommes prêts à négocier 10, 12 heures par jour s'il le faut. On attend seulement le signal du gouvernement pour le faire. Les rencontres, ça a duré combien de temps en moyenne jusqu'à maintenant? Ça dépend. Des fois, c'est des demi-journées. Des fois, c'est des journées complètes. On a eu environ 70, un petit peu plus que 70 rencontres là, depuis le début de la négociation. Parfait. Mélanie Hubert, merci. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.